T'es-tu prête? T'es-tu prête là? Ouais. Trop cool. Salut Isa. Salut Guillaume. Alors, épisode spécial. Donc les gens ne te connaissent pas, mais en fait tu es une force derrière le podcast. Puisque c'est grâce à toi que j'ai commencé la radio. C'est toi qui m'as mis le micro à la bouche. Et tu m'accompagnes depuis le début de ce projet. Tu écoutes chacun des épisodes. Et là, sur le dernier, tu m'as passé un coup de fil et tu m'as dit « Ah, c'est bizarre cette intro. Ah, il y a un souci. » Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux dire, toi, ton lien à la psychanalyse ? Moi, j'ai aucun lien direct avec la psychanalyse, j'en ai jamais fait. Par contre, je me suis souvent posé la question sur le fait de son utilité pour moi. Est-ce que je dois en faire ou est-ce que je dois pas en faire? Il se trouve que j'ai rencontré une psychanalyste hyper inspirante, qui s'inscrit plutôt dans une démarche jungienne et qui m'avait passionnée. Et elle m'avait vraiment, vraiment encouragée à en faire une. Mais moi, la durée m'a toujours fait flipper, quoi. La durée, la régularité m'a toujours fait flipper. Donc, je me suis jamais lancée. Ok. Est-ce que tu veux, du coup, me redire ce que tu m'as dit au téléphone ? Moi, ça m'aurait intéressé de savoir ce que ça en a retenu, mais... En gros, Isa, tu m'appelles hier et tu me dis cette intro, elle fonctionne pas. Donc l'intro de mon précédent épisode, c'est la première fois que je mentionne le coaching, ma pratique de coach, et je dis si la psychanalyse fait un travail de fond, les outils du coaching m'ont permis de transformer l'essai. Et donc tu me dis... Et tu me dis pas que ça. Et je ne dis pas que ça. Et tu me dis, et ce qui a résonné pour moi, c'est, ça fait 14 épisodes que tu nous parles de l'impact de la psychanalyse, du chemin, de ton chemin de la psychanalyse, mais aussi du chemin des autres. Et là, soudainement, j'ai retenu l'expression cheveux sur la soupe, pouf. En gros, tu décrédibilises la psychanalyse où tu dis, ça fait un travail, mais en vrai, c'est le coaching qui m'a aidé. Et hop, je vous vends du coaching. Et tu m'as dit, ce qui m'a beaucoup frappé, que tu t'es senti assez manipulé aussi dans l'approche. Puis, en l'espace de peu de temps, j'ai reçu au moins 2 commentaires similaires. Une personne dit « J'enlèverai la promo pour le coaching qui dénote, voire conflictuel avec la démarche analytique ». Et une autre personne qui indique « Appel au coaching peu déontologique et gênant au sein du podcast ». Est-ce que tu veux en dire un peu plus avant que je réponde et qu'on ait un échange ? À chaud, en fait, je suis pas du tout étonnée de ces deux commentaires, et que si je t'ai appelé pour te faire part de mes impressions, c'était bien parce que j'avais envie de te prévenir de ça, de la façon dont ça pouvait être reçu. Et même si moi je suis convaincue de tes intentions et que je te suis depuis le début comme tu le mentionnais, je me suis dit ah là là, la façon dont tu as présenté les choses, ça peut être hyper mal compris. Je trouvais ça maladroit, instrumentalisant, et pas très élégant en fait dans la forme. Et Et je voulais être sûre que, je voulais pas être sûre, mais en fait, je voulais m'assurer que tu puisses entendre que ça puisse être compris comme ça. Ouais. Et pour le contexte, peut-être, je peux dire que tu es mon amoureuse. C'est amoureuse, mais avec ami, depuis 5 ans ? 2017, je crois. Ouais, Quelque chose comme ça, et que j'ai toute confiance en toi, et que moi, cet appel, il m'a vraiment interpellé. Ma réaction initiale, j'étais fatigué, et pas ton appel, mais les commentaires, en fait, je me suis mis en colère, moi avec moi-même, j'étais là... J'étais mécontent d'avoir raté, je me suis dit c'est la fin, c'est nul,
j'ai été, enfin, c'est assez intéressant comment ça a soulevé en moi. C'est pour ça que je sais que c'est une bonne critique. C'est parce qu'elle m'a touché. Et que après, dans mon trip de la fatigue de vendredi soir, je l'ai embarqué ailleurs en me disant c'est la fin du monde et tout. En parallèle, en fait, je reçois aussi pas mal de commentaires de gens qui trouvent très chouette le podcast, tout en ayant écouté ce dernier épisode. Et donc tout le monde, je veux pas essentialiser et dire que tout le monde en a pensé ça. En tout cas, à la réécoute et à la réflexion, pour moi, je me suis planté. Mm. Je réfléchissais, je préparais un peu cet échange, je me suis dit... en fait, ça ne m'intéresse pas du tout d'opposer la psychanalyse au coaching. Ça ne m'intéresse pas du tout, en fait, de parler du coaching et de ma pratique de coach en regard de la psychanalyse. Ma joie, elle n'est pas du tout là. Ça ne m'inspire pas du tout d'essayer un peu de donner des points, de dire, OK, la psychanalyse par rapport versus le coaching ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, ni le coaching ni la psychanalyse ne marchent mieux ou moins bien. C'est vraiment, pour moi, tout ça, ce sont des outils qui ont la même valeur, qui correspondent à des personnalités ou à des moments de nos vies. Donc, en fait, je réfute complètement ma phrase « si la psychanalyse fait un travail de fond, les outils du coaching m'ont permis de transformer l'essai », un peu induit. La psychanalyse sert un travail de fond, là où le coaching permet vraiment de passer à l'action. J'ai essayé de trouver des illustrations où la psychanalyse m'a mis en mouvement. J'en ai pas trouvé de spécifique. Là, j'ai pas eu un souvenir en me disant, suite à une séance, il s'est passé ça. Mais plein de fois, je suis sorti du divan avec un élan qui se retranscrivait directement dans ma vie. Ça serait ultra réducteur de dire que la psychanalyse, c'est que du blabla qui n'a pas changé ma vie, en tout cas. Pourquoi j'ai fait cette intro? Juste le contexte que je trouve pas inintéressant. En fait, je cherche mon économie de vie. Je cherche à... Donc, je suis coach. Je suis un expert du blocage et des déblocages. Et moi, j'ai expérimenté sur moi des outils qui ont transformé mon rapport à l'échec, mon rapport aux gens, mon rapport à l'argent. Et en fait, je célèbre ces deux outils, autant la psychanalyse que le coaching. Et j'ai de la critique pour ces deux outils. Je vois des limites vraiment puissantes et importantes et des abus. Et donc, je suis coach, je suis céramiste et je fais des podcasts. Et j'ai un enjeu, en fait, d'assurer mon revenu. Et chez moi, dans ma personnalité, l'argent vient aussi valider, vient aussi récompenser. Enfin, la place de l'argent est importante pour moi, en fait. Et faire du travail 100% bénévole ne me va pas. C'est-à-dire, j'aimerais trouver une économie de vie où, en fait, tout s'entre-nourrit. Et dans mon travail de rapport à l'échec, j'ai envie de sortir d'un perfectionnisme qui me fait surstresser de tout, vouloir que tout soit parfaitement droit, etc. Et cette intro, je me suis dit, écoute Guillaume, je me donne, parce que je me parle à moi-même à la troisième personne, vas-y, je me donne 30 minutes. Et du coup, pouf, je l'ai écrite et je l'ai lancée comme ça. Et je me sentais pas tout à fait aligné. Je me sentais sauter dans la piscine froide. Et c'est aussi pour ça que ton retour a retenti et que moi, cet échange, je trouve ça chouette parce que du coup, ça me fait réfléchir et ça me fait rebondir à partir de là. Mais j'ai un troisième élément, mais je veux peut-être te laisser intervenir. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, pourquoi il n'a pas fonctionné cet appel? Sans doute, pour plein de raisons, mais surtout parce qu'à mon avis, il répondait à une injonction de la peur. Et souviens-toi que avant de l'avoir enregistré, un des échanges qu'on avait eu, c'était je suis en stress par rapport à ce modèle économique, par rapport à cette cohérence que j'ai envie de créer entre toutes mes activités. Et j'essaye de définir quels vont être mes next steps pour mettre tout ça en mouvement de façon fluide. Et vite, j'ai besoin de trouver des futures personnes à accompagner dans le coaching. Donc, j'ai des podcasts de psychanalyse. Peut-être que je peux en parler parce que c'est des gens qui m'écoutent et que ça peut avoir un sens pour Tout eux. Et du coup, à nouveau, je me dis, ce qu'on fait sous le coup de la peur, ça marche pas, quoi.
Ça marche pas. Et c'est d'où cette sensation d'avoir foiré. Et en soi, ce qui est foiré, c'est juste que le message, il n'est pas compris, il n'a pas été compris comme tu aurais voulu le transmettre. Toi, tu avais cette préoccupation de créer de la cohérence et tu été un peu sous stress. Et pour moi, je pense que tu aurais pu avoir quasiment le même message, enfin, en tout cas, le même appel, mais de façon beaucoup plus, comment dire, en tout cas, j'ai ce terme élégante, je sais pas pourquoi il me vient, mais en tout cas, élégance dans le sens où les gens se seraient pas sentis, enfin, en tout cas, moi, je m'étais un peu sentie prise en otage ou tout d'un coup instrumentalisée. Et je pense qu'il y avait moyen de lancer cet appel sans provoquer ça. Et ce qui m'a manqué, c'est de me dire, mais ok, tu as le droit de lancer cet appel. Tu as le droit de mettre en cohérence toutes ces activités. Tu as le droit de dire que, effectivement, tu as un besoin de revenus pour vivre comme tout le monde. On a tous besoin. On peut pas exclure l'argent de l'équation. Mais continue de nous nourrir. Continue de nourrir cette réflexion que tu as lancée à travers tous ces témoignages. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es un bon coach grâce à la psychanalyse, grâce au chemin que t'as mené, grâce à tous ces témoignages que t'as recueillis? Comment ça t'a nourri, toi, en tant que coach, en tant que céramiste, en tant que personne qui, à travers ses métiers, notamment de podcasteur, de redonner, de partager? Comment ça te nourrit ça? Comment ça te nourrit toi et fait que, oui, demain, on a envie, de façon joyeuse et confiante, qu'on ait suivi une psychanalyse ou pas, de tester l'outil du coaching, de se dire ah ouais, c'est vrai, ouais, moi là j'ai un petit blocage, Guillaume il est génial, il a été hyper généreux, il nous offre plein de podcasts sur la psychanalyse, et en plus il fait fructifier tout ça, et en plus maintenant il peut m'accompagner différemment parce que là tout d'un coup je me dis que ça a du sens pour moi, et ça j'ai envie de savoir. Ouais, et pour moi c'est un raté réussi, comme tous les ratés. C'est raté parce que, en fait, pour moi, j'ai divulgaché la fin du film, mais c'est même pas ça la fin du film. Parce que soudainement, en me réécoutant et en lisant, on a l'impression qu'en gros, je crois à la psychanalyse, mais bof, enfin, je sais pas en tout cas ce que les gens peuvent s'imaginer. Et donc, du coup, on se demande un peu, ah ouais, donc, mais, je sais pas. En fait, moi, je veux créer un espace où les témoignages, les chemins de psychanalyse sont complexes, riches, et chacun fait sa conclusion. Déjà, la personne qui témoigne, elle conclut librement. Mon enjeu est certainement pas de dire le bien du mal. Et en fait, cette binarité, je veux en sortir. Donc ce qui est raté pour moi dans cette intro, c'est qu'il y a un sous-texte qui n'est pas vrai et qui ne correspond pas à ce que je pense et qui dessert pour moi le super projet qu'on est en train de faire avec ce podcast. Et donc pour moi, c'était vachement important de clarifier ça. Pour moi, c'est réussi parce que la psychanalyse et le coaching m'apprennent à prendre un espace, celui de la parole, là, ici, et à rater. C'est-à-dire, en fait, grâce à ton appel au retour des gens, on est en train là de faire cet épisode-là, et moi, j'avance et je chemine. Et en fait, ça m'inspire, c'est qui je suis de cheminer de façon assez authentique avec les gens, en fait, et je trouve que là où j'ai le plus de joie dans des témoignages et dans les échanges de psychanalyse, c'est le moment où je suis mon intuition et je suis en fait au même niveau que la personne en essayant de poser les meilleures questions et d'inviter cette parole. Et donc, ça me parle énormément ce que tu dis, et c'est tout à fait un outil de coaching d'ailleurs, d'observer quelle pensée, quelle énergie nourrit l'action. Et à 100%, j'étais dans la peur. Et donc, je me suis dit, mais dans la joie, en effet, mais du coup, je ferais comment ? J'ai pas exactement trouvé, pour être honnête. En revanche, directement, j'avais envie de partager ma joie du coaching. J'avais envie de dire, c'est top la psychanalyse, quoi que vous en pensez, où est-ce que vous soyez, oh là là, vous êtes où vous voulez dans votre chemin de psychanalyse, en fait, venez, j'ai une joie qui est très connectée à l'intimité de la psychanalyse, c'est-à-dire je peux aussi vous embarquer dans la céramique qui me met aussi en joie, mais bon, le pont est un peu moins clair. Là, il y a un pont clair qui est l'intimité, la santé mentale.
J'ai trop envie de vous faire découvrir certains des outils que j'utilise moi au quotidien pour me débloquer. Et en plus, je trouve que le coaching a mauvaise réputation. Et ma joie est encore plus puissante quand je vois qu'il y a quand même dans un peu le milieu de la psychanalyse, je ne sais pas s'il y a un milieu, mais une sorte de snobisme ou de anti, de pro-anti, de binarité, de dire donc soit tu es pour la thérapie, soit tu es pour la psychanalyse, Soit t'es soit pour le tu es coaching. contre, soit tu es pour. Ou voilà, c'était soit pour le coaching ou contre, c'est pas du tout. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est des outils, comme j'ai déjà dit, qu'on utilise à différents moments ou selon sa personnalité. Et ça, j'ai envie, ça me met vraiment en puissance et en joie. Et du coup, j'ai envie d'inviter les gens à écouter mon podcast de coaching où je veux exactement faire ça. C'est-à-dire, je prends les outils que j'illustre sur moi et mes blocages. Parce que pour moi, si j'arrive pas à convaincre avec cet exemple concret, eh bien, ça veut donc dire que ces outils-là sont en effet pas pour la personne qui écoute. Et peut-être que parmi les gens qui s'intéressent à la psychanalyse et qui sont passionnés ou intéressés par la psychologie, le développement personnel, l'intimité, et qui ont envie d'ouvrir leur horizon, j'adorerais que ce podcast les nourrisse. Et là, je me sens ultra à l'aise, ultra en joie. Et d'ailleurs, je rajouterai du coup le lien de mon podcast de coaching dans le descriptif de cet épisode. Mais Guillaume, Et en plus, là, tu n'as pas répondu à ouais, ma question. dis-moi, En quoi la c'est tout à fait en possible. quoi la psychanalyse a fait de toi un bon coach? Ou un coach spécifique? Ou un coach critique? Ou quand moi ça me parle, enfin en tout cas ça m'interroge quand tu dis le coaching a mauvaise presse. En quoi est la mauvaise presse? Qu'est-ce qui fait que toi, tu donnes une nouvelle presse au coaching? Quelle Hmm. conscience t'as de la mauvaise image ou d'un autre type d'instrumentalisation qu'on a pu faire de cette approche? Ou des limites, de dire ok, le coaching c'est dans ce cadre-là c'est génial, mais dans un autre cadre ça marche pas. Et oui, non, moi la question de fond c'est parce qu'il y a effectivement de plus en plus de coachs aujourd'hui sur la place publique et tous les coachs n'ont pas fait de psychanalyse. Toi, t'en as fait une, plusieurs, longues. T'as un regard critique avec un C majuscule sur toutes ces années, sur tout ce chemin parcouru. Ouais, j'ai envie d'avoir ce petit moment d'autoréflexivité là sur toi en tant que psychanalysé. Comment ça ancre ta pratique de coach? Ça l'enrichit, ça la Hmm. colore, ça l'émancipe? Moi, ouais, moi, je pense, je commencerai par l'écoute. Je, j'entends. En fait, je sais parce qu'un client m'a dit, m'a répondu, bon, puisque les mots ont l'air importants pour toi, je veux juste préciser. Et il a précisé son propos d'avant. Et je trouvais ça rigolo comme réflexion. J'étais là, bah, enfin, j'avais presque envie, et c'était pas le lieu, ni, mais j'étais là, bah, mais pour toi, c'est pas important. Enfin, et donc, en effet, la précision des mots et l'écoute et le sous-entendu ou le non-dit, j'ai l'impression, et en fait, c'est la même chose en entretien, j'ai l'impression d'essayer autant que faire se peut, parfois de faire révéler ce qui essaye de se dire au travers de questions pour permettre à l'autre de se dire, donc de se comprendre, donc de se réaliser. Et ça, c'est ma joie, autant en entretien, où en fait j'ai l'impression que je trouve ça très inspirant, l'idée que si mes questions sont intelligentes, sont fines et viennent peut-être pointer des choses, alors la personne peut choisir ou pas de sauter sur ce tremplin et d'aller dans un élan. Donc je dirais mon écoute et mes questions. Euh, Attends, Deuxièmement, attends. Mon écoute et ouais, mes questions. Si on creuse derrière ça, en sachant que le principe d'une psychanalyse, enfin on va dire un peu radical, et je crois que c'est comme ça qu'elle s'est passée avec pour toi ces dernières années, c'est que justement tu étais face à un psychanalyste qui n'avait pas de questions, ouais, qui t'a pas du tout challengé, enfin très peu sur cet ordre-là. Donc qu'est-ce qui fait que ouais, toi, allongé sur son divan pendant toutes ces années, sans question de l'autre, et que ouais. toi aujourd'hui tu es en capacité de poser des questions particulièrement fines?
et Ouais. pertinente. Mais je te remercie de ton ambition. Je sais pas si je serai à la hauteur. Parce qu'on Je sais pas parce si je qu'on sais pourrait dire répondre. que c'est quand même le boulot du coach de poser les bonnes questions pour que les personnes se révèlent. Et puis en plus, parce que là, tu as dit 2 choses. Tu as dit, oui, les mots, c'est important pour moi. Donc tu as eu un client qui s'est au de lui-même, mis à reformuler pour avoir les mots précis et en même temps, tu as introduit la notion de non-dit. Ta capacité justement à lire dans ce qui ne se dit pas, donc au-delà des mots. Pour moi, un bon coach, déjà, c'est beaucoup de ressenti et de feeling. Donc, euh, donc, le bon coach, il est aussi beaucoup décidé, un peu comme un thérapeute, par la personne qui s'en saisit, tu vois. Au-delà de ça, pour moi, le bon coach, c'est quelqu'un qui a un chemin de vie et qui renvoie quelque chose qui est un tremplin pour le client ou la cliente. Et donc, en fait, moi, concrètement, en 10 ans de psychanalyse, je suis allé dans énormément des pièces secrètes de mon palais intérieur et j'ai une connaissance de mes noirceurs, de mes recoins inexplorés même, de mes peurs ou de peurs qui n'en sont plus. J'ai cheminé dans une intimité, ce qui fait que quand j'entends, j'ai une empathie qui ne m'envahit pas. J'ai une capacité à me connecter profondément avec l'angoisse, avec le blocage, avec la peur. Je les ai conquises en partie. Quand elles réapparaissent, je sais naviguer autant que faire se peut. Et je suis en capacité donc d'accueillir l'autre sans en avoir peur, d'avoir la confiance que je peux les accompagner en leur présentant les outils concrets. Et c'est là où je suis un bon coach, c'est que je suis un mauvais psychanalyste. Moi, accompagner les gens pendant 15 ans, c'est mort. 5 ans, c'est mort. C'est pas pour moi, ça m'inspire pas, ça m'intéresse pas. Et je trouve que la charge à porter est trop importante. Elle ne me correspond pas. Le chèque, enfin, la question du transfert, vraiment, moi, je vois ce que j'ai fait subir à mon analyste. Et non, je veux pas, et il n'y a pas un montant d'argent non, je veux pas de ça. En revanche, ce que j'adore dans le coaching, c'est que c'est des outils concrets, pratiques, inspirants, et en fait, il n'y a pas de mystère. J'adore, moi, ma promesse, donc j'accompagne, par exemple, des gens qui veulent travailler 3 jours par semaine pour générer l'argent et l'impact qu'ils veulent et avoir 4 jours de loisirs. En gros, c'est ce que je fais. Pendant 3 jours, je suis coaching et pendant 4 jours, je suis podcasteur et céramiste. Et je génère de l'argent et de l'impact dans la joie. Vraiment, pour moi, le truc essentiel, c'est la joie. Pour ce faire, j'ai un pas à pas itéré que j'ai fait plein de fois avec plein de clients. Et donc, quel que soit le passif, j'ai la capacité d'accompagner avec ces outils-là. Et la promesse, elle est spécifique. Et même moi, du coup, je m'amuse à me dire, si au bout de ton accompagnement, tu n'as pas généré au moins les 2000 € que ça coûte, je te rembourse. Si tu as fait le pas à pas et que ça ne marche pas, je te rembourse. Et donc, moi, c'est cette spécificité, l'idée de partager un moment la vie des gens et de porter la charge mentale de, voilà, notre promesse de coaching, j'en suis responsable et on va aller au bout. Et je suis un bon coach parce que je sais dire, là, je suis incompétent. Là, on apprend, et notamment, en fait, quand on fait des boucles autour d'angoisse ou autour de problématiques, où, en fait, les outils concrets qui mettent en élan ne sont pas utilisés par le client ou la cliente, qui n'est donc pas un patient ou une patiente. Et là, du coup, je dis, il y a quelque chose qui essaye de s'exprimer. On peut pas rebondir sur ces outils. Il y a quelque chose de plus puissant que toi et moi. Ça s'appelle l'inconscient, à mon avis. Je pense que c'est pas avec moi. Et il y a plein de formes façons d'aller à la rencontre de son inconscient. Voyons comment on agit sur la suite. Peut-être c'est ailleurs. Est-ce que j'ai mieux répondu à ta question, Isa ? En partie. Je ne suis pas tout à fait satisfaite.
Non, Mais en vrai, je sais pas totalement, hein. En vrai, si je suis honnête avec toi, pourquoi je suis un meilleur coach parce que j'ai fait une non, psychanalyse? mais Pour moi, c'est parce que je suis en capacité de porter si, non, mais mes t'as fêlures. répondu, t'as répondu en partie, mais il y a quelque chose qui m'interrogeait plus spécifiquement sur la capacité à poser des questions. Est-ce que justement, bon alors je vais te poser une question fermée, donc ça va être peut-être un peu biaisé, tu vas forcément répondre oui, mais dire est-ce que le fait de se retrouver seul avec soi, bien sûr devant témoin, donc devant l'analyste, mais seul avec soi, régulièrement, 1, 2 heures par semaine, à trouver la bonne question à se poser. Parce qu'en fait, on sait bien que la résolution de problème, elle vient déjà dans la définition du problème, et que finalement, poser la bonne question, c'est déjà quasiment trouver la réponse. Et oui, c'est ça que je me demandais. Le fait d'être seul face à soi, à un peu ruminer ou à s'exprimer à voix haute, fait qu'à un moment donné, parce que t'es tout seul à devoir formuler cette question pour toi. Est-ce que ça, c'est un chemin ou c'est pas du tout comme ça que tu l'as vécu? Tu te dis non, mais en fait, je me posais pas de questions, je déblatérais Si, et c'est un puis. chemin. C'est un chemin, mais moi, personnellement, intimement, dans ma pratique de la psychanalyse, euh, l'échange était tonitruant, malgré l'absence de mots. C'est-à-dire, mon analyste, ce canevas blanc, non, comment on appelle ça quand on peint Une toile. cette toile blanche sur laquelle je peignais réagissait, mais dans ma tête. Donc concrètement, il y avait un transfert qui était en cours. Donc, par exemple, je parlais de sexualité et je disais, là, je sens que vous êtes en train de me juger. Autant te dire que le gars n'avait toujours rien dit et que je sentais bien que c'était moi qui me racontait ça. Ça mettait en lumière, en fait, des questions et des peurs. Et en fait, je les ai épuisées. En fait, à force de voir que j'avais un automatisme où je pensais que l'autre, parce que j'avais décidé que mon analyste était une autorité, un père, une mère, il incarnait une tradition qui m'interdisait des dérives sexuelles que je sanctionnais. Au bout d'un moment, à force d'en parler, je voyais bien que je m'interdisais et que ça n'avait pas de sens puisqu'il ne dit rien, il ne m'avait pas posé de questions. Et pourtant, il y avait cet élément fort qui se passait. Au bout d'un moment, à force de l'épuiser, en fait, j'ai pu, moi, entendre mes questions et avancer ainsi, tu vois, et répondre, moi, ok, mais moi, je veux quoi au final? Qui suis-je? Et heureusement qu'il ne me posait pas vraiment de questions. Mais il m'en posait en faisant le bruit des ongles, dont j'ai déjà parlé, par exemple, en répétant un lapsus. Un jour, alors est-ce que j'arriverai à bien me souvenir exactement? En gros, un jour, au lieu de dire, je parlais de ma mère et de moi, et au lieu de dire, je parlais de moi, et au lieu de dire amoureux, j'ai dit amoureuse. Je me suis féminisé. Ou est-ce que j'étais en train de parler de ma mère? En tout cas, il m'a répété ça. Et pour moi, la question n'était pas formulée. Donc non, mon psychanalyste m'a pas appris à poser des questions intelligentes. Ce qui m'a appris à poser des questions intelligentes, c'est de faire des podcasts et de faire du coaching. Et plus j'en fais, et plus je deviens fort dans mon écoute et dans mes questions précises de choix de mots. En revanche, la psychanalyse, contrairement à ce que tu as l'air peut-être de dire, par ses interventions rares mais puissantes, il y avait des allers-retours qui, en fait, posaient des questions, peut-être pas avec des mots, mais qui disaient, tiens, regarde par là. Tiens, ça, tu penses quoi? Tiens, réagis à ça. Mm. Mais non, à part, en fait, je dirais non, le psychanalyste m'a pas appris à poser des questions, la psychanalyse m'a pas appris à poser des questions. En revanche, elle a libéré ma libido de vie. Une des personnes qui témoigne, et je sais plus quel est l'épisode, en fait je sais plus quel est son nom d'emprunt, je connais son vrai prénom donc je peux pas faire référence à l'épisode, mais elle disait, Freud disait, la psychanalyse permet d'aimer et de travailler. En fait, ça libère ta libido. La libido, c'est pas que la sexualité, c'est aussi cet élan de vie qui fait que t'aimes et que t'aimes créer, construire ou contribuer. La psychanalyse a permis ça, et ma façon de contribuer, c'est de poser des questions et d'aider les gens au travers d'un podcast, parce que je suis persuadé que ce podcast, et je reçois plein d'autres commentaires super positifs de gens qui disent « Moi, ça
ça m'inspire, ça m'aide. Et j'aide aussi les gens au travers du coaching. Mmh. Non, c'est marrant parce que ça me fait référence à un échange que j'ai eu hier, où, une coach justement me donnait la définition de l'estime de soi qui s'appuierait sur, 3 comment dire? Piliers. La confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. La confiance en soi serait, d'après Christophe André, seulement la capacité à passer à l'action. L'image de soi, c'est la capacité à s'apprécier sans jugement. Enfin, tu vois, à faire taire les jugements, à se considérer avec tendresse et empathie. Et la troisième, l'amour de soi, ça serait plutôt, comment dire? La capacité à, être cohérent entre les valeurs qu'on incarne et les valeurs qu'on attend chez les autres et comment on se le vit pour soi au quotidien. Typiquement, si on a la valeur de respect, qu'on attend du respect de l'autre, et ben, on se traite soi-même avec respect ou pas, quoi. Et se bourrer la gueule tous les soirs ou manger, de la merde, ça n'est pas être respectueux vis-à-vis de soi, donc c'est incohérent. On a un amour de soi qui est faible quand on le redemande chez l'un et qu'on le nourrit pas chez l'autre, quoi. Enfin, chez soi. Et du coup, je me disais, est-ce que, sur ces 3 piliers, il y a peut-être le coaching, c'est peut-être spécial, confiance en soi et peut-être que les thérapies plus longues, en fonction de la forme, c'est plus sur le jugement ou, enfin voilà, l'image ou l'amour, quoi, je sais pas. En fait, je saurais pas dire parce que je pense que vraiment, chaque chemin, chaque chemin de développement personnel appelle différents outils, différents besoins, tu vois. Et moi, je saurais pas du tout vraiment et dicter. Et puis, quand toi, tu parlais, tu as une image de la psychanalyse qui est longue. Moi, j'échange avec des gens qui ont fait une tranche, une analyse déterminante de 4 ans, de 5 ans, tu vois. Ça me semblait Euh, long, 4 ou 5 oui, oui, d'accord, ok. J'entends. En tout cas, moi, ce que j'ai voulu dire maladroitement dans l'épisode précédent, hâtivement et nourri par la peur, tu as tout à fait raison, c'est la puissance des deux. Et je ne saurais en fait donner des points, mais en effet, une fois que la psychanalyse me permettait de sortir de la boucle de l'inconscient, où en fait, je remets la tête, je remets la tête, je remets la tête, vraiment, et c'est le concept de l'addiction, où en fait, tu retournes dans une action, une activité qui te fait du mal tout en te faisant du bien. C'est un équilibre déséquilibrant, et tu tournes, et ça s'arrête pas, ce manège-là. Pour moi, la psychanalyse a mis en lumière mes manèges internes et mes équilibres déséquilibrants. Je crois que la psychanalyse, bon là je suis un peu en train d'essayer d'être concret, donc de donner des points, mais la psychanalyse m'a permis de sortir du manège, de gérer, du coup j'ai plus le côté équilibre, j'ai plus le côté déséquilibrant, mais j'ai aussi plus le côté équilibre, du coup il faut reconstruire. Et dans cette reconstruction, et dans le passage à l'acte, j'ai trouvé que tu vois, les outils du coaching les outils du coaching sont super puissants, et rien que ce qui se passe là en ce moment grâce à toi et grâce aux personnes qui ont commenté, jamais j'aurais pu le faire avant. En fait, et d'ailleurs ma première réaction hier soir, peinée, j'étais vraiment l'enfant qui avait eu 2 sur 20, quoi. Et qui était vraiment ultra peiné et qui disait non, il faut que ça soit parfait, et des injonctions. Et ça, c'est pas la psychanalyse qui m'a permis de dire attends Guillaume, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? La vie des autres, c'est avant tout la vie des autres. Donc les gens en fait là ils se racontent, mais ça m'intéresse d'écouter ce qu'ils racontent. Qu'est-ce que tu peux faire de ce qu'ils se racontent? Là il n'est pas question de ta valeur, de ton ego, donc de vraiment déconnecter le retour des gens avec mon émotion immédiate, de prendre de la distance, de le déconstruire. Et moi, le manège immédiatement qui s'est réactivé, c'est le perfectionnisme, c'est de dire t'aurais pas dû passer que 20 minutes sur cette intro ou 30 minutes, t'aurais dû passer comme d'habitude 5 jours, t'aurais dû appeler des gens pour avoir des retours, blablabla. Et en fait, non, je célèbre complètement. Grâce à ce raté, mais déjà, ça ouvre mes horizons, mais parce que moi, si j'ai le droit de rater devant tout le monde, mais je suis inarrêtable.
Parce que du coup, bah, quoi qu'il arrive, même quand j'essaye de pas rater, déjà, les gens sont pas contents, qu'on soit bien d'accord, hein. Je reçois à égalité des commentaires de gens qui me disent que ce que je fais, c'est vraiment, enfin, j'ai des gens qui insultent vraiment ce que je fais, même quand je prends un soin incroyable, et des gens très chouettes et qui me soutiennent et qui me remplissent le cœur de leur joie. Mais donc, du coup, en fait, dans les deux cas, je propose un produit qui est consommé, les gens aiment pas, etc. Si j'ai l'espace, et c'est ça que je célèbre, si j'ai l'espace de rater, je peux rebondir et apprendre. Et au final, d'où vient ma valeur, pas de la vie des gens. Moi, je trouve qu'il y Donc a, pour moi, il y a mais je vraiment... trouve qu'il y a une autre leçon, c'est il y a effectivement le droit de rater et comment tu t'émancipes de ton injonction à réussir à tous les coups, d'être parfait et d'être le premier de la classe. Mais il y a aussi, parce que pour moi, c'est pas une intro ratée, c'est une intro. Enfin, c'est parce qu'elle a été générée par la peur. Tu peux avoir des épisodes ratés parce que tu as pas mis le soin que tu voulais, tu les as pas finalisés comme tu voulais, que le son est T'as raison. pourri, qu'il y a des enfin bref, tu prends pas le temps qu'il faut pour couper et voilà. Donc là, c'est bon, je m'émancipe de ma perfection et tant pis s'il y a des gens qui vont après râler parce qu'ils vont dire que le produit il va pas passer sur toutes les plateformes ou je sais pas quoi. Là, c'est autre chose. C'est pas un raté, c'est pas le même raté, quoi. Ouais, Et t'as t'as raison. voulu le prendre comme ça. Parce que quand je t'ai appelé la première fois, tu m'as dit, bon, bah, c'est raté, c'est pas grave. De toute façon, c'est le jeu. Faut que j'apprenne à rater. Et puis, mais, en fait, c'était plutôt, oui, comment, J'ai voilà, peur. t'as peur. Donc, tu t'es précipité pour faire quelque chose. Donc, le message, il est mal reçu. Il peut être mal Ouais. reçu. Parce que moi, je l'avais reçu comme ça. Et je t'ai dit, bon, bah, possiblement, ça veut dire que d'autres peuvent le recevoir comme ça. Ouais. Et qui, pour moi, rentre pas dans la catégorie du même raté. Tu vois? Ouais, t'as Mmh. raison. Mais en fait, ça pour le coup, et c'est là où peut-être on a un point de vue divergent, c'est qu'en fait, je suis trop content d'avoir fait ça, en fait. Ah oui, oui, non, mais moi, je suis De... d'accord. Et en fait, je t'ai eu au téléphone, moi, mon enjeu, je sais pas si tu t'en souviens, c'était: «Est-ce que tu assumes ça? OK, tu as fait un truc sous la Mais peur, la réponse, tu as c'est non. raté». Si, sur le coup, tu as dit: «Mais si, tout à fait, je suis prêt à ça, il y a pas de problème» et c'est pour ça que ça m'a fait rire quand finalement 2 C'était que jours du après, chiquet. ouais, c'est ça, c'était que du chiquet. Et c'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai trouvé beau parce que justement, quand on a échangé, tu t'es raccroché à: «Mais oui, j'assume complètement, il y a pas de problème. Si j'ai pas le droit de rater, bah, c'est quoi c'est à quoi, pourquoi je fais ça? C'est ça mon but, c'est ça que je travaille, en ce moment, mon rapport à la réussite et je veux pas que tout soit parfait. J'ai eu cette impulsion, j'ai envie de le balancer directement, sans me prendre plus la tête parce que c'est ça que je sentais». Et en fait, ça, c'est pas vrai. Enfin, en fait, ça, c'est pas vrai. En fait, maintenant que j'ai un peu plus de distance, je savais pas comment faire le truc. Je savais pas par où commencer, en fait, pour essayer de trouver ce modèle, en fait. Je veux pas faire de l'appel à dons, parce qu'en fait, tu passes ton temps à demander 5 euros aux gens. J'ai pas envie. En fait, ça a été mon ancien métier. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Et ça m'inspire pas, quoi. Et en fait, je trouvais pas de solution et au lieu d'être patient, j'ai eu peur. Je me suis dit, et notamment, en fait, j'ai eu peur parce que j'avais à ce moment-là pas de clients projetés. Bon, en fait, il s'avère qu'après, une semaine plus tard, ils étaient là. Sauf que là, j'avais un vide et je me suis dit, oh Vite. et j'ai agi par la peur, ouais. Ah non, complètement. Et à la fois, tu vois, dans un des outils que j'utilise beaucoup et que je préconise en tant que coach, c'est autour de la gestion du temps et notamment d'aller explorer dans ce qu'on fait, combien d'heures on passe à le faire et pourquoi. Et juste de reconfirmer, de bien choisir le temps qu'on passe à faire les choses. Et ça, je trouve que c'est un outil absolument génial. Moi, il m'importe énormément puisque j'ai donc 4 podcasts, une pratique de céramique, le coaching, etc. Et là, ça, pour le coup, c'est réel. En fait, je passe jusqu'à 5 heures pour monter les épisodes parce que j'ai toute une série de pensées ultra limitantes, d'exigences et de peur. Et en fait, je monte mes épisodes à partir de la peur en disant « Ah là là,
Et j'ai vraiment en tête une personne assez âgée. Je suis désolé pour une femme, parce que 80% des gens qui écoutent sont des auditrices qui me regardent en hochant de la tête de gauche à droite en disant « Ah non, ça c'est nul ça ». Et j'ai cette personne-là qui écoute mes podcasts et qui est une fictive, hein, qui dans ma tête agit pendant que je monte. Donc c'est pour ça que ça prend 5 heures, parce que du coup j'ai trop peur et j'ai peur de mal faire, etc. Donc c'est ça qui se joue et je suis vachement content de continuer à bosser ça. Et donc moi mon enjeu c'est d'arrêter de monter beaucoup moins. Je vais alors peut-être que donc je vais perdre peut-être des gens parce que ça va devenir des témoignages beaucoup plus bruts où je ne monte que s'il y a un enjeu de confidentialité ou de soins pour le témoignage. Mais sinon, en fait, j'ai envie d'enregistrer dans les conditions du direct. Et l'autre chose qui prend 1000 ans, c'est les bruits de bouche. Les gens, en fait, en répondant, font des bruits de bouche que moi, je trouve très désagréables à écouter. Et en fait, si je continue à passer autant de temps à monter, je vais arrêter les podcasts. Je sens que... Donc le message que tu passais, c'était le mauvais message. Quand tu as dit si vous voulez continuer d'écouter des podcasts de psychanalyse, eh ben j'ai besoin d'argent, donc j'ai besoin de coaching. Eh ben non. Ouais, c'est vrai. Le problème clé, il n'était pas autour de l'argent, quoi. C'est là où pour moi c'était mal reçu parce qu'en fait c'était pas ce que tu voulais dire. Oui et non, parce qu'en vrai, oui, mais si tu gagnais toujours demain, enfin, si imagine que pour chaque podcast monté, tu gagnais 10 000 euros, je veux dire, t'aurais pas plus de joie à couper tous ces bruits de bouche et à passer 5 heures à faire du montage sur ça, quoi. Voilà, tu as raison. Ça veut dire, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est vrai que si au moins je suis payé pour être à ce niveau de stress, mon cerveau me disait, bon, bah voilà, du coup, ça vaut le coup, c'est ça ton économie. Mais en fait, moi, je crois en la joie. Et donc, en fait, je crois pas que même payer 10 000 euros, si je suis pas joyeux en faisant le podcast. Donc non, t'as raison. C'est pas ça le sujet. Isa, tu t'es déconnectée, tu es où? Guillaume. Oui. Catastrophe, j'ai une coupure du courant, je sais pas si t'as vu mon message. Donc le Wi-Fi s'est coupé net. C'est ok. Mais du coup, si je vais au bout de mon propos et que je monte pas, il y a juste un moment où je suis là. Isa. Donc je sais pas du tout ce que t'as dit. D'accord, ok. Que tu as raison. Que je me suis fait croire que non, c'est bon, c'est l'argent l'enjeu. Donc en fait, si j'arrive à être déstressé du temps que je passe à trouver des clients et donc que le podcast, à chaque fois que je génère un épisode, me ramène X clients, donc je suis détendu niveau argent, ça va marcher. Non. Ce qui marche, c'est que je suis en joie quand j'enregistre, je monte et j'envoie l'épisode. Donc en fait, le sujet, c'était deux choses. Un autre montage. Moi, je suis un peu geek, donc j'adore le logiciel de montage avec tous les boutons qui clignotent. Mais je veux bien y passer 45 minutes. Donc, c'est pas tout à fait vrai de dire zéro montage. Et en fait, j'ai vraiment de la joie à transmettre les outils de coaching. Et j'ai envie de le faire d'une façon... en fait, si tu es intéressé, tu cliques, c'est cool. Sinon, ça a zéro conséquence sur ton épisode. Et je crois que le côté en intro me gêne. En fait, je vais le mettre à la fin ou en intro, mais d'une façon... je veux que ça dure pas trop longtemps. Et c'est sûr que j'ai un élan pour convaincre. Donc, j'ai envie d'aller... Parce que je pense qu'il y a plein de gens... qui sont curieux de ça et qui sont intéressés. Et c'est peut-être là où, en fait, je peux avoir un impact, c'est que j'ai peut-être une crédibilité auprès des gens. Parce que moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Donc, en fait, les gens qui, sur leur piédestal, disent le coaching, c'est nul, ça sert à rien et tout. Et j'ai souvent fait plus de psychanalyse qu'eux. Donc, du coup, je suis là, bon, attends. Et après, on n'est pas là à dire qui a gagné et tout. Et en fait, c'est pas le nombre d'années qui donne tes badges, mais je me sens vraiment aligné et puissant sur la force de la psychanalyse. Et donc, j'ai pas peur de ce milieu qui
qu'on se le dise, je reçois beaucoup de commentaires très négatifs à partir du moment où les gens savent que je suis coach. Principalement les psychanalystes que j'essaye d'interviewer coupent les ponts immédiatement. Simplement parce que je suis coach. Je me suis même fait reprocher sur ma page Facebook, on peut voir mes céramiques. Une auditrice m'a dit ça mélange les genres, ça fait pas sérieux. Bah justement, donc c'est ça qui est génial, c'est que toi, ton élan, il est aussi dans recréer du pont, du lien entre deux Ouais. milieux qui se regardent en chien de faïence, qui ont plein de préjugés l'un sur l'autre, et de se dire non, mais en fait, il y a rien à opposer. Il y a rien à opposer, et comme tu le disais tout à l'heure, il y a des besoins qui sont différents, avec des approches qui sont différentes et qui peuvent être utiles à un moment donné ou à un autre, sur une problématique ou une autre, en fonction des chemins, et ça, ouais. Et j'ajouterais, il y a de la critique aux deux à faire sur des abus, et je trouve que dans les outils de développement personnel, j'ai aussi moi j'aime bien présenter les limites des outils que je propose, ou mettre en lumière comment l'outil arrête de me servir parfois, ou à ses limites. Je trouve que le développement personnel parfois est simplifié, avec vraiment cette binarité du bien et du mal, et j'aimerais ramener de la complexité, ça m'intéresse. Et ouais, pont et complexité, c'est une super conclusion. Coach complexe, Guillaume Bonnet. Merci Isa. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on s'arrête là ? Je crois qu'on a dit pas mal de choses déjà. Ouais. Merci. Moi, je suis super content d'abord parce que tu es une des raisons. Si les gens apprécient ce podcast, j'aimerais qu'ils sachent qu'ils peuvent te remercier parce que tu es celle que je peux appeler quand je suis perdu. Tu es cette force de l'ombre. Et maintenant, tu n'es plus tout à fait dans l'ombre. Et je suis trop heureux d'avoir trouvé une opportunité pour te mettre dans la lumière, de l'avoir fait en échouant, en ratant, en trébuchant et dans la joie. Et je me sens vachement nourri et vachement motivé pour la suite. On a hâte de voir. Enfin, d'écouter. Merci Isa, gros bisous. Gros bisous.